ça représente quand même quelque chose d'assez important. Mais vous avez l'air d'être pour, donc vous avez l'air d'être très écolo, très bien. Dans le dossier de cette semaine, on va s'intéresser à la Convention citoyenne pour le climat. C'est l'heure d'un petit peu de storytelling. En octobre 2018, on a connu en France un mouvement qui s'appelait le mouvement des Gilets jaunes. Il a été déclenché par ce que certains appellent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette goutte d'eau-là, c'est une taxe carbone qui avait été proposée par l'exécutif sur le carburant. Cette taxe carbone-là, elle aurait eu un grand impact sur le pouvoir d'achat de toute une série de Français qui sont très dépendants de la voiture. Ça, accumulé à toute une série de contestations de beaucoup de citoyens, ça a provoqué la création du mouvement des Gilets jaunes. Alors je vous refais le topo rapidement, on avait des ronds-points qui étaient bloqués, une grande protestation citoyenne. Parmi ces différentes revendications, au-delà de l'abandon de la taxe sur les carburants, demander plus de démocratie. Et c'est là le début de notre histoire. Les Gilets jaunes, en 2018, demandaient plus de démocratie. À partir de là, il y a eu une association qui s'est formée et qui a porté un projet jusqu'à Emmanuel Macron. Ce projet-là, c'est le projet d'une convention citoyenne pour le climat. Parmi les personnes qui ont porté ce projet, on retrouve notamment Cyril Dion, que vous connaissez peut-être. Cyril Dion, c'est une figure française de l'écologie, un grand activiste qui initialement s'intéressait au conflit israélo-palestinien, qui ensuite s'est redirigé vers les enjeux écologiques. Il a notamment réalisé ce film qui s'appelle Demain, dont vous voyez l'affiche à votre écran. Et donc il a été un des grands porteurs de la Convention citoyenne pour le climat. Donc ce qui s'est passé, Cyril Dion il est allé voir Manu, notre cher président, et il lui a dit « Ah frère, il y a moyen, viens, on crée une petite assemblée citoyenne qui prend les décisions à ta place ?» Ok, let's go. Donc Emmanuel Macron a accepté de créer une telle assemblée. Donc en avril 2019, on a le projet qui est lancé, le projet d'avoir une assemblée citoyenne pour le climat. Donc son objectif, ça va être quoi ? Dans un premier temps, elle va se renseigner sur quels sont les enjeux climatiques actuels. Ensuite, elle va recevoir l'avis de beaucoup d'experts sur quelles sont toutes les mesures qu'on peut prendre pour faire face au changement climatique. Et à partir de là, cette convention va avoir pour but de proposer toute une série de mesures pour faire face au changement climatique en France. Donc il y a eu un tirage au sort de 149 citoyens, non 150, même 150 citoyens à travers la France qui ont été tirés au sort pour faire partie de cette assemblée citoyenne. On les appelle et on leur dit « Ah, vous voulez venir à la Convention citoyenne pour le climat ?» Et ça va être d'enfer, quoi, le truc trop cool. Bref, à partir d'octobre 2019, cette assemblée citoyenne a été constituée. Elle a eu 9 mois, jusque juin 2020. Elle a eu 9 séances pour se rassembler, une par mois. Et à la fin, elle a proposé 149 propositions. Un grand rapport bien touffu pour sauver le climat en France, quoi. Sauver le climat, ça veut dire quoi ? Parler déjà de la neutralité carbone qu'il faut atteindre en 2050. Si on souhaite ne pas dépasser les 2 degrés Celsius, eh bien d'ici à 2030, il faut qu'on réduise de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a été l'objectif de cette Convention citoyenne pour le climat, c'était de formuler ces propositions pour réduire d'ici à 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. 40%, c'est énorme. Donc voilà, là, qu'est-ce qui se passe ? Manuel Macaron, il lâche un petit Ah les gars, vous avez vraiment fait un vachement bon boulot. Du coup, toutes ces propositions, moi je vous propose qu'on les transmette sans filtre à notre Parlement national. Donc voilà, pour que il fasse adopter vos propositions. C'est-à-dire que certaines propositions, on va les prendre et on va les envoyer directement au Parlement, et c'est eux qui vont en débattre et qui vont dire ouais go, on les prend. Ou bien pour les autres, celles qu'on n'envoie pas directement au Parlement, et je vous propose carrément on les fait voter par référendum. C'est-à-dire qu'on demande à la population de choisir et de dire si est-ce qu'ils veulent oui ou non que ce soit que ces propositions-là soient adoptées. C'est génial, non ? Vous voyez là, il peut se passer des trucs complètement dingues. Non mais je déconne. Non mais attendez, c'est Manu qui décide, c'est pas la Convention citoyenne pour le climat. Bref, pardonnez-moi. J'ai peut-être un peu trop mis en scène là. Ce qui s'est passé du coup, c'est que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été transmises directement
au Parlement, c'est-à-dire que certaines d'entre elles ont été reprises par l'exécutif pour les mettre dans des projets de loi, comme la loi climat et résilience de l'année passée, mais sur ces 49 propositions, il y en a très peu qui ont vraiment été reprises, et encore moins qui sont intactes. Donc voilà, je vous fais pas dire à quel point les 149 citoyens qui ont bossé pendant 9 mois là-dessus, ils ont été vénères après de se rendre compte que ils pensaient avoir sauvé le monde et qu'en fait, non. Mais donc voilà, ça fait que depuis, toute la sphère écologiste s'offusque en utilisant toujours cet argument de très bien, c'était génial de faire une convention citoyenne pour le climat, mais si c'est pour qu'elle ne serve à rien à la sortie, ça a l'air d'être assez inutile finalement. Donc maintenant, je vous propose qu'on les lise toutes. Allez, go, on lit les 149 propositions. Ça vous va ? Je déconne. Je vous ai concocté une petite sélection des meilleures propositions, et je vous propose qu'ensemble, on les dise, et que vous donniez votre avis. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Let's go. En effet, le live va donc se terminer à 3h. Alors, pour ces propositions, je ne vous parlerai pas de protection de la biodiversité, je ne vous parlerai pas du numérique, je ne vous parlerai pas de l'éducation, je vous parlerai un petit peu de l'artificialisation des sols. J'ai décidé de restreindre la discussion. Ce sont des sujets qui sont un peu plus techniques, on ne peut pas chiffrer les émissions de gaz à effet de serre. Donc j'ai décidé cela de les sauter. Je ferai des émissions dédiées un jour pour évidemment la préservation de la biodiversité, mais aussi pour le numérique, pour le suremballage de plastique, pour l'éducation et tout ça. Ce sont des sujets très intéressants, mais on les garde pour une autre fois. Parmi les propositions qui sont déjà en route, celles qui ont déjà été un petit peu reprises par l'exécutif, on a les bonus sur l'achat des véhicules propres. Là, l'exécutif, comme on l'a vu, a décidé de prolonger le bonus pour l'instant. Le malus sur le poids des émissions, c'était aussi une proposition de la Convention citoyenne, donc celui-là, il a été repris, allégé. Et on a également l'idée de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, qui actuellement est donc portée au sein de l'Union européenne par la présidence française de l'Europe, dont on a parlé la semaine dernière. Donc maintenant, je vous propose de parler des propositions qui ne sont pas encore vraiment à l'ordre du jour. Commençons par les voitures. À titre indicatif, les transports actuellement représentent 31% de nos émissions de gaz à effet de serre, presque un tiers. Parmi ces 31%, 52% viennent des voitures. Donc, que fait-on de ces voitures ? Alors, première proposition, ce serait un prêt à taux zéro avec garantie de l'État pour l'achat d'un véhicule propre. Donc, pour l'achat d'une voiture électrique ou d'une voiture à hydrogène, pour l'instant l'hydrogène propre n'est pas encore très démocratisé, mais il me semble aussi pour l'achat d'un véhicule hybride, l'État va financer l'investissement de ce véhicule, et ensuite ce prêt-là pourra être remboursé sans intérêt. Donc vous avez l'air plutôt pour à court terme, contre à long terme. Court terme, 5 ans. Intéressant, il y a du pour et il y a du contre. Deuxième mesure, pour ou contre un bonus à l'achat de véhicules d'occasion, lorsque ces véhicules-là sont peu polluants. Ce serait un bonus de 1 000 € sur l'achat des véhicules d'occasion lorsqu'ils sont peu polluants. Oh, là il y a un grand enthousiasme. On parle assez peu des véhicules d'occasion, mais en fait ça semble tellement logique. Alors attention, c'est contre l'industrie automobile, parce que donc en favorisant à tout prix la circulation des véhicules et le marché de l'occasion, on pénalise l'industrie de l'automobile. C'est un choix. Donc il y a du pour, très bien, donc celle-là on la garde. Véhicule très léger, c'est mieux. Oui, donc là on parle, vu qu'on parle de véhicules peu polluants, on parle de véhicules qui soit sont très légers mais qui ont peut-être encore un moteur thermique, soit des véhicules qui sont déjà des véhicules propres. Ensuite, pour ou contre une limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Donc actuellement sur les autoroutes, je vous le rappelle, nous sommes à 130 km/h. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça permettrait de réduire environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Alors il faut savoir que cette mesure-là, elle n'a pas fait du tout l'unanimité. Sur toutes les mesures de cette Convention citoyenne pour le climat, ça a été la mesure la plus décriée. Elle a à peu près été votée à 50-50, peut-être 52-48, quelque chose comme ça. Tandis que toutes les autres étaient votées à 98% contre 2%. Et l'exécutif d'ailleurs avait dit d'avance que sur cette mesure-là, dans tous les cas, ils souhaiteraient un joker parce que, par expérience, je pense qu'ils ont déjà vu qu'avec l'abaissement à 80 sur les départementales, ça avait déjà pas mal fait aller. Donc là, ils se sont dit à 110 sur les autoroutes, là on va avoir le mouvement des gilets jaunes, mais puissance 125 000. Vous avez l'air d'être assez pour. Donc vous allez pour une mesure plutôt impopulaire, attention. On passe sur les trains et les poids lourds.
Alors les trains sont très peu émetteurs, ils représentent là moins de 3% de nos émissions de gaz à effet de serre, même bien moins que 3, parce que dedans il y a aussi les bus qui polluent eux-mêmes bien plus que les trains. Quant aux poids lourds aujourd'hui, ça représente environ 20% des émissions des transports, ça fait 6% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, qui sont liées aux poids lourds. C'est pas rien. Donc, sur les trains et les poids lourds, êtes-vous pour une baisse de la TVA de 10 à 5,5% sur les tickets de train, plus l'instauration de tarifs avantageux? Aujourd'hui, on a ce qui s'appelle des tarifs solidaires. Ce sont des tarifs que les revenus les plus modestes dont ils peuvent bénéficier sur certains trajets. Donc la Convention citoyenne pour le climat a proposé déjà une harmonisation de ces tarifs solidaires pour qu'on puisse en bénéficier sur tout type de trajet. Et ensuite, elle a proposé également une extension progressive de ces tarifs solidaires, donc qui deviendraient juste des tarifs avantageux, à une grande partie de la population, sur plus de personnes. Pour ou contre ces tarifs plus avantageux sur le train, sachant que c'est un investissement financier, évidemment, pour l'État. Je m'arrache le 15 € de train tous les jours pour aller à l'université. 15 € de train tous les jours. Waouh, pas négligeable. J'ai l'impression que vous êtes plutôt favorable à cette baisse de la TVA dans ce cas-là. Le train est très 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 cher en France, ce qui est un énorme problème pour l'environnement parce que le train est a priori le mode de déplacement rapide le moins émetteur de gaz à effet de serre, si on parle de mode de déplacement qui permet de faire de grandes distances rapidement. Donc je suis d'accord que ça pose problème. Pour ou contre le report des poids lourds vers le ferroviaire ou vers le fluvial. Donc autrement dit, ça consisterait à mettre en place des lignes régulières, soit de bateaux lorsqu'il s'agit de traverser un cours d'eau, soit de trains, sur lesquels les poids lourds savent qu'ils peuvent embarquer, et donc d'avoir tout un système qui évite aux poids lourds de passer par des autoroutes et de faire fonctionner leur moteur thermique. C'est une mesure qui est abordée depuis très longtemps par les partis écologistes. Ensuite, on va parler de la rénovation thermique. On parle ici donc d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Il y a aujourd'hui des bâtiments qui sont très mal isolés et qui perdent beaucoup d'énergie à se chauffer. C'est pour ça qu'il faut rénover des logements. Ça permet d'économiser beaucoup d'énergie et donc de réduire beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les mesures ? Premièrement, concernant la rénovation thermique, eh bien, il y a la proposition d'obliger la rénovation thermique d'ici à 2040. Il faut que le rythme de rénovation s'accélère beaucoup pour que d'ici là, tous les logements soient rénovés, à l'exception de ceux qui n'auront pas voulu se rénover jusque-là. Les propriétaires qui étaient un petit peu réticents, et bien à partir de 2040, eux, seront obligés de s'y mettre. On accélère la rénovation énergétique des bâtiments. Donc là, on parle de l'accélérer par 3. C'est un budget non négligeable, mais a priori, ça semble être une des meilleures mesures qui existent aujourd'hui pour faire face au changement climatique. C'est un sujet inévitable dont on ne peut pas se passer honnêtement aujourd'hui. Ensuite, on peut parler de la fin des chaudières au fioul ou à charbon d'ici à 2030. Ça veut pas dire fin des chaudières à gaz, mais donc au moins fin des chaudières les plus polluantes, donc au fioul ou à charbon. Ça, c'est pour les bâtiments neufs et rénover. Ça signifie d'abord d'encourager la rénovation des bâtiments, et ensuite pour ces bâtiments rénovés, on aurait tendance à encourager dans la foulée l'installation d'une pompe à chaleur par exemple, donc qui fonctionne avec de l'électricité. Alors le chauffage au bois, non, il n'est pas dans cette mesure là. C'est un sujet assez intéressant le chauffage à bois, est-ce que c'est mauvais ou non? En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est discutable parce qu'au final, si c'est combiné à une bonne gestion des forêts et avec un bon cycle, et bien a priori en termes d'émissions de gaz à effet de serre, tout ce qu'on perd en brûlant le bois, on le regagne en plantant les forêts. Mais pour ça, il faut une très bonne gestion des forêts. Par contre, là où ça pose un problème, le chauffage à bois, c'est en termes de pollution de l'air. Ça contribue énormément à la pollution de l'air locale dans les villes, et ça, c'est un enjeu de santé par contre. Concernant les chaudières à fioul et à charbon, ça semble être assez intéressant. Et vous êtes pour, c'est parfait. On va parler d'artificialisation des sols. Dans les sols, il y a du carbone qui est stocké. Dans les terres agricoles, mais aussi dans la végétation, etc., le carbone est pompé, il est stocké. C'est-à-dire que tant qu'on ne touche pas au sol, eh bien le carbone va rester là. Par contre, à partir du moment où on décide de sacrifier des terres agricoles, de sacrifier des terres naturelles, de la végétation, etc., des écosystèmes, eh bien là, tout le carbone qui est stocké dans ces écosystèmes, eh bien, il va être réémis, et donc il va contribuer au réchauffement climatique. Quelles sont les mesures pour lutter contre cette artificialisation des sols ?
Premièrement, stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrices d'espace. Alors là, ça peut faire débat. Est-ce qu'on est pour ou contre? On pose donc un moratoire, plus le droit à aucun nouveau projet pour la suite? C'est une question. Il faut un petit peu mesurer le pour et le contre pour se faire une idée. Moi, je trouve que c'est une solution qui peut faire vraiment débat. Elle semble assez intéressante également pour la préservation du paysage, mais par contre, on peut aussi dire que d'un point de vue social, certaines personnes qui vivent dans des milieux ruraux ont peut-être besoin de tels aménagements. Donc, vous avez l'air d'être pour. Donc, vous avez l'air d'être très écolo. Très bien. Maintenant, qu'en est-il de la construction d'immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires? Là, ça fait vraiment grincer des dents. Pourquoi? Parce que les personnes qui habitent en zone pavillonnaire, ils sont contents quand ils n'ont pas d'immeuble. Parce qu'un immeuble c'est grand, c'est moche habituellement, c'est du béton, donc les gens ne veulent pas ça. Mais quel est l'intérêt des immeubles? Eh bien, ça permet de concentrer un peu plus l'espace, et ça permet donc d'éviter trop l'extension urbaine, et des villages également, et la construction de nouveaux lotissements. Tout ça, ça peut être évité si on augmente le nombre de logements dans les zones pavillonnaires notamment. Pour ça, il faut construire des immeubles. Donc, ça fait débat. Je sais que dans la ville de Hambourg, en Allemagne du Nord, il y a, il me semble maintenant, des discussions pour mettre un quota d'immeubles obligatoire. C'est surtout une manière de faire face donc à la démographie croissante et aux besoins croissants du nombre de logements. On est plutôt contre. La concentration des populations encourage les solutions d'industrialisation, de culture intensive et d'élevage. Ça peut se tenir complètement. C'est contre une dynamique autonome où chaque personne peut travailler sa terre et son espace de vie. Assez d'accord. Donc plutôt contre, intéressant. Donc ça veut dire qu'on favorise quand même l'extension des villages. Et on arrive au dernier volet. Alors ce dernier volet, il est un petit peu différent. Ce ne sont pas des mesures qui ont directement un impact visible sur le changement climatique, mais sur notre consommation à nous. Premièrement, on va parler d'empreinte carbone, de bilan carbone pour certains produits qu'on achète. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre l'affichage coût carbone, du score carbone, des émissions des produits qu'on achète dans les supermarchés, les lieux de restauration rapide, sur les publicités, etc. Mitigé, il faut arrêter de tout résumer au CO2. On peut étendre la question à un score écologique global, pas forcément qu'un score de CO2. Un score environnemental global qui prendrait en compte différentes choses, la préservation de la biodiversité, etc. etc. Est-ce que ça vous semble intéressant de sensibiliser les consommateurs à ce qu'ils achètent? Certainement. Mais ce serait un début, j'imagine. Parce qu'on peut se dire que ça peut permettre, premièrement, de rediriger la demande vers certains produits. C'est-à-dire que les consommateurs, peut-être que quand ils ont le choix entre deux produits équivalents, mais qu'ils voient qu'il y en a un qui pollue beaucoup plus que l'autre, peut-être que là, à ce moment-là, ils vont accepter d'aller vers des produits qui polluent moins. Et à terme, ça peut avoir une influence sur les modes de production des entreprises qui vont tenter d'utiliser ça comme un grand argument. Alors, ce sera un argument marketing, et à partir de là, on pourra parler de greenwashing, mais on peut se dire que ça ait un sens. C'est du genre du Nutri-Score pour l'impact climatique, oui. Un genre de Nutri-Score pour l'impact climatique ou bien pour l'impact environnemental de manière générale des produits. Pour que ce score permette une modulation éventuellement de la TVA sur certains produits selon qu'ils aient un meilleur ou un moins bon score que la normale. Mais on peut aussi l'utiliser uniquement comme le Nutri-Score, donc simplement une information pour sensibiliser. Ça aiderait peut-être à boycotter le Made in China, évidemment. Ça, c'est une évidence que le Made in China prendrait un sacré coup dur dans ce cas-là. Il avait l'air d'être plutôt pour. Vous pouvez imaginer que dans les supermarchés, quand vous ferez les courses, vous aurez toujours ce genre de discussion. Regarde, moi je prends des produits qui polluent pas, et ce sera une certaine fierté en fait pour certaines personnes. Comme aujourd'hui, c'est un peu une fierté de dire regarde, moi j'achète du bio, c'est vachement cool. On peut imaginer que demain ça devienne une fierté d'acheter des produits plus respectueux. On enchaîne sur la publicité. Là, ça fait sûrement grincer des dents. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la publicité sur les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre? Et ce sur tout support publicitaire. Publicité à la télé, mais aussi de publicité dans les magazines, de publicité sur internet, etc. etc. Alors il y a un gros pour. Donc là l'idée c'est vraiment clairement de pénaliser directement les entreprises qui sont les moins respectueuses de l'environnement, les moins respectueuses du climat. Donc ça nécessite évidemment également d'établir un score carbone pour chaque produit sur la publicité,
on arrive à la surconsommation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la régulation de la publicité pour limiter les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation, pour éviter qu'on vous pousse à acheter certains produits dont vous n'auriez pas forcément besoin? Oui, oui, beaucoup d'enthousiasme pour, mais je suppose que ces produits sont trop puissants pour mettre cela en effet. Donc effectivement, les entreprises qui souvent sont les plus polluantes sont aussi celles qui ont les plus grosses influences sur le marché, et donc on peut se dire que interdire leur publicité, ça semble assez compliqué. Beaucoup d'engouement contre les incitations à la surconsommation. C'est pas évident du tout de réguler ça. C'est-à-dire qu'il faudra un comité, toute une série de règles qui permettent d'identifier dans quel cas on a de la surconsommation ou non. Mais effectivement, ça changerait beaucoup la donne. Maintenant, ça a tout de même un inconvénient de taille, que ça va tuer énormément d'industries. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industries qui ne vivent que sur ça, et donc il y a des entreprises qui vont s'effondrer si elles n'ont plus la possibilité d'inciter à la surconsommation. Si on réduit beaucoup la surconsommation, la demande et la consommation de manière générale va réduire, mais drastiquement, sur toute une série de produits. Donc il va falloir accepter qu'une partie de l'industrie se casse la gueule. Voilà. Et une dernière mesure pour aujourd'hui, et c'est une mesure assez intéressante, elle est assez subjective. Est-ce que vous êtes pour l'idée de sortir de l'innovation pour l'innovation, sans prise en compte de l'impact écologique et carbone de cette innovation? Quand on parle d'innovation pour l'innovation, on parle d'innovation technologique, de grandes nouveautés qui sont pas forcément très utiles pour le bien-être des personnes, mais qui surtout ont un grand impact environnemental. Je vous donne un exemple qui fait débat ces temps-ci, la 5G. Est-ce que vous êtes pour le passage de la 4G à la 5G? Le passage de la 4G à la 5G va impliquer une augmentation de 30% de la consommation d'énergie due aux data. C'est non négligeable. Donc, est-ce qu'il faudrait pénaliser ce genre de nouvelles innovations technologiques qui sont certes vues comme un progrès d'un certain point de vue, mais qui, d'un point de vue écologique, ont leur impact. Sachant que là, on parle de consommation d'énergie, 30% de gaz à effet de serre en plus, mais c'est sans parler de toutes les infrastructures qu'il faut déployer pour, par exemple, le passage à la 5G. Voilà. Mais là, je vous parle de la 5G, on peut évidemment parler de beaucoup de choses, on peut parler de, c'est pas n'importe quoi qui aurait un impact néfaste dans la technologie, par exemple, pourrait être pénalisé énormément du fait du fort impact environnemental des technologies. Là, l'idée de cette mesure, c'est de distinguer quelles sont justement les innovations qui ont un sens et celles qui n'en ont pas. Il ne faut pas confondre innovation pour le progrès et innovation pour le superflu. Eh bien, écoutez, c'était la dernière mesure de ce soir, et je trouve que cette conclusion est très intéressante. Il ne faut pas confondre innovation pour le progrès et innovation pour le superflu. Pourquoi cette conclusion est-elle intéressante? Parce que ça nécessite de déterminer qu'est-ce que le progrès et qu'est-ce que le superflu. Voilà, c'est un programme assez intéressant qu'on a là. On va pouvoir comparer toutes ces idées-là avec les idées des différents candidats à l'élection présidentielle à partir de la semaine prochaine. Je vais faire un point sur quels sont tous les candidats, quels sont les différents mouvements de pensée, quelles sont les différentes approches de l'écologie qu'on observe actuellement. Et ensuite, on va commencer à décrypter les programmes. Ah, ça a l'air de vous plaire, je suis content. Eh bien, merci à tous d'avoir été là, merci à tous d'avoir suivi, j'espère beaucoup que ça vous a plu. À une prochaine.